Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation de notre étude Net Zéro Carbone Rénovation Europe. Donc concernant l'ordre du jour de ce webinaire, donc je vous donnerai quelques mots d'introduction sur ce projet, sa genèse et ses enjeux. Hem, Anna Cunha, directrice, RSE, responsable globale des services durabilité et conseil ESG du marché des data centers du groupe Derntz, présentera les objectifs, de cette étude, puisque cette étude a été, menée avec, Derntz et Aya Environnement. Ensuite, Simon Davis, directeur d'Aya Environnement, présentera la méthodologie, de cette étude. Anna reprendra la parole pour présenter l'état de l'art européen que nous avons mené. Ensuite, Simon et Maxime Avard, pilote bas carbone Aya Environnement, présenteront la CV, la modélisation en rénovation et les résultats et principaux enseignements de l'étude. Simon conclura également. De mon côté, je vous présenterai les perspectives pour la suite de cette étude. Et ensuite, Jean-Éric Fournier, directeur développement durable chez Covivio, nous fera part de son témoignage et de sa perception de cette étude et de ses travaux. Donc, quelques mots d'introduction. Donc, pour commencer, je vais vous présenter, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, ou en tout cas pas très bien, l'Alliance HQE-GBC. Donc, nous sommes une association reconnue d'utilité publique qui a été créée en 1996 et qui réunit l'ensemble des professionnels du cadre de vie durable. L'association inscrit sa démarche de progrès de la performance environnementale des bâtiments, des opérations d'aménagement et des infrastructures à partir d'une vision globale multicritère basée sur 4 engagements indissociables qui sont la qualité de vie, le respect de l'environnement, la performance économique et le management responsable. L'Alliance HQE-GBC est également propriétaire de la marque HQE qui est attribuée dans le cadre des certifications HQE délivrées par Cercal et Certivea. Et l'Alliance HQE est membre du réseau européen du World Green Building Council. Et c'est dans ce cadre-là notamment que nous avons mené cette étude. Nos missions consistent à la fois à anticiper par l'innovation collective et les expérimentations. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mené cette étude. Nos missions également consistent à élaborer des outils structurants comme des cadres de référence ou des cadres de définition, partager les connaissances via le partage de retours d'expérience pour permettre l'appropriation par le plus grand nombre de la démarche HQE et également de promouvoir le cadre de vie durable. Alors, pourquoi s'intéresser aujourd'hui aux enjeux de la rénovation du parc existant? Pour se conformer aux objectifs de l'accord de Paris, la trajectoire de décarbonation se joue avant tout dans la rénovation du parc existant. En 2050, 80% des bâtiments seront déjà construits et c'est bien là que se trouvent plus de 95% des leviers d'action. Mais une rénovation est-elle forcément bas carbone? Une rénovation mobilise des matériaux, des équipements, des procédés de construction qui génèrent du carbone incorporé. On prévoit même que dès 2028, les rénovations généreront plus de matériaux de construction et de déchets que les constructions neuves. Les pratiques doivent donc évoluer vers la prise en compte des émissions de carbone sur l'ensemble du cycle de vie comme indicateur clé afin d'atteindre l'objectif de neutralité carbone. On note en effet un manque de sensibilisation, de méthodologie et de retour d'expérience dans l'évaluation, la réduction et le reporting de l'empreinte carbone des bâtiments existants. Les réglementations actuelles également ne prennent pas non plus en compte le carbone incorporé dans les projets de rénovation, alors que dans certains cas, il représente 40 à 60% de l'empreinte carbone. Et l'Alliance HQE-GBC a mené des travaux sur le sujet de la rénovation du parc existant dès 2017, puisque en 2017, elle a mené un test HQE Performance ACV Rénovation sur 23 projets de bâtiments rénovés, avec comme objectif de définir
une méthodologie spécifique pour la CV des bâtiments existants, qui a mené à la publication d'un guide méthodologique ACV Rénovation en 2018. Et donc vous avez à l'écran le QR code pour accéder, à ce livrable et je précise, comme tous nos livrables sont disponibles sur notre site internet en accès libre. Et sur la base de cette méthodologie, d'ACV Rénovation, nous avons mené également un premier programme de recherche net zéro carbone rénovation de 2020 à 2022 avec AI Environnement, qui avait pour objectif d'identifier une méthode cohérente pour augmenter la performance carbone des bâtiments existants sur l'ensemble de leur cycle de vie, en menant une étude approfondie de 7 cas représentatifs du marché français de la rénovation. Et cette étude a permis notamment de mettre en avant l'indicateur du temps de retour carbone et d'identifier 5 leviers efficaces de réduction carbone, dans le secteur de la rénovation en France. Mais on reviendra sur ce premier programme, tout à l'heure avec Simon. Voilà, et je vais laisser, la parole maintenant à peut-être Anna pour nous présenter, les objectifs du projet Net Zéro Carbone Rénovation, en Europe, puisque nous nous sommes interrogés sur, la manière dont on pourrait comparer de manière objective et homogène des actifs situés dans différents pays européens, décider et investir dans des stratégies de rénovation dans des contextes européens variés, puisque, en effet, on constate qu'un même projet rénové n'a pas la même performance carbone selon qu'il se trouve à Paris, à Amsterdam, à Madrid ou à Rome, du fait des contextes nationaux qui diffèrent beaucoup. Et donc on s'interroge sur comment converger vers une langue commune, vers un espéranto du bas carbone. Voilà, je te laisse la parole, Anna. Merci Rachel, merci à tous présents aujourd'hui aussi. C'est un plaisir de partager aussi les résultats de ce rapport co-construit. En effet, suite aux résultats obtenus avec la première phase de projet NZC Rénovation, qui regardait le contexte français avec des conclusions très intéressantes sur l'application de stratégies bas carbone à différents bâtiments en rénovation. Les discussions entre AIA, l'Alliance et Eden sont émergées aussi pour utiliser cette expérience que nous avons à l'international de se questionner, OK, on sait maintenant un peu mieux le contexte en France, mais quid de l'international, surtout parce qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs français avec un patrimoine d'actifs à l'étranger. Pourquoi pas ne pas développer ensemble aussi une étude sur l'adoption de stratégies bas carbone dans d'autres pays hors la France et pouvoir comparer pour comprendre si les mêmes stratégies sont applicables et aussi efficaces dans différents contextes. Donc, l'étude de NZC Rénovation Europe regarde le carbone sous cette perspective de l'ensemble du cycle de vie dans d'autres contextes géographiques. L'objectif étant de comprendre comment même le contexte national de chaque pays, des 4 analysés, donc la France, les Pays-Bas, l'Espagne et l'Italie, et comment ces contextes nationaux influencent les résultats carbone des rénovations. Et quand on parle contexte, c'est le niveau de maturité réglementaire, les mix énergétiques du pays, la disponibilité de données et d'outils sur place pour différents acteurs de marché. Comment cela impacte les résultats si on regarde même les mêmes scénarios qu'on avait analysés dans la première phase pour la France spécifiquement. Le but étant, avec ce projet, non seulement de comprendre entre nous, mais exactement d'informer le marché, de guider le secteur dans cette appropriation du sujet carbone dans tous nos développements et pouvoir promouvoir le développement de modèles économiques plus adaptés pour les rénovations et soutenir aussi les politiques publiques en compréhension de ce qui existe ou pas sur place, de manière à accélérer la rénovation. L'objectif étant aussi, et c'est la raison pour laquelle vous êtes aussi tous aujourd'hui ici, et on vous remercie, de fournir à vous tous aussi des outils de l'information, que ce soit pour les experts, mais aussi pour les décideurs, des éléments qui permettent de mieux naviguer dans les analyses de solutions possibles et de contexte et de comparer les bâtiments mieux quand on traite le sujet carbone. Donc, c'était l'objectif principal du projet. Merci Anna.
On va maintenant donner la parole à Simon Davis, Oui. pour que tu puisses nous présenter la méthodologie qui a été appliquée, à cette étude. Alors bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de vous présenter le résultat de cette étude qu'on mène depuis plus d'un an et demi maintenant. La méthodologie, elle est assez simple. On s'est servi vraiment de la complémentarité qu'on avait avec Derns pour, d'une part, mener un état de l'art de la rénovation dans 4 pays européens. Donc on s'est servi pour ça des implantations aussi géographiques de Derns dans ces pays pour vraiment récolter cette matière au plus proche de là où elle est produite. Et puis après, parallèlement, on a réfléchi à une approche harmonisée, fondée sur un cycle de vie et adaptée du cadre réglementaire français pour une utilisation dans les autres pays. Cette typologie de bâtiment a été modélisée, ça a été rappelé par Rachel. Et puis, c'est vraiment la première phase du projet. Donc, à ce stade, on a regardé des paramètres d'adaptation simples à prendre en compte, et notamment sur les questions de facteurs d'émission énergétique, de coefficient carbone des principaux matériaux de construction. Peut-être que Simon, tu peux nous rappeler rapidement les 7 études de cas qui ont été pris en compte pour l'étude? Ouais, c'est vrai, ça c'est une vraie question. Pourquoi 7 types de bâtiments? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 9? En fait, cette typologie de bâtiments, elles sont issues du travail Net Zéro Carbone Rénovation 1, dans lequel on retrouve la diversité des défis et des typologies liées à la rénovation. On a les logements individuels en zone urbaine diffuse, les immeubles collectifs en contexte périurbain, les bâtiments historiques résidentiels en centre-ville dense, les grands bâtiments commerciaux classés en rénovation, les bâtiments industriels transformés en bureaux, les bâtiments commerciaux qui font l'objet de rénovations lourdes dans des grands parcs d'affaires type la Défense. Et puis, on a une dernière famille plus atypique qui sont la famille des rez-de-chaussée, on va l'appeler comme ça, c'est-à-dire les bureaux, zones commerciales qui sont en perpétuelle rénovation dans les rez-de-chaussée urbains. Et donc, bien sûr, pour chaque étude, la géométrie et le scénario de rénovation, il est resté identique entre les pays, garantissant une forme de comparabilité. Mais Maxime, c'est toi qui as réalisé les ACV. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce qui a fait la spécificité de la méthodologie technique NZC rénovation sur ces différents cas? Merci Simon. Slide suivante. Effectivement, je vais essayer d'introduire simplement la méthode ACV Rénovation. Pour moi, il y a un paramètre qui change et un paramètre important et une phrase qui la résume bien, une phrase qui est dite souvent par un grand homme qui s'appelle Simon Davis. C'est pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et donc effectivement, quand on rénove un bâtiment, on part d'un existant. Et cet existant, suivant la méthode d'ACV en rénovation, il a plus ou moins une dette carbone parce qu'en fait, on calcule l'impact carbone comme une méthode d'amortissement. Donc très simplement, c'est si mon matériau a été au bout de sa durée de vie au moment où je le rénove, on considère qu'il n'a plus de dette carbone, donc son impact est égal à 0. Par contre, si je le rénove avant la fin de sa durée de vie, là on considère encore une dette carbone existante au prorata de sa durée de vie résiduelle. Et donc effectivement, il faut faire un état des lieux, un état d'où l'on vient, de quoi on part, donc de l'existant, pour savoir effectivement comment on calcule les dettes carbone effectivement de ce projet-là et comment on le rénove au mieux. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le temps de retour carbone qui a été évoqué par Rachel tout à l'heure? Ouais, tout à fait. Alors effectivement, c'est un indicateur clé dans les études et ça depuis la première édition effectivement de projet de recherche NZC. Rénovation. Et en fait, quand on s'amuse à comparer deux projets, un bâtiment non rénové avec un bâtiment rénové, en fait, on voit qu'il y a des déséquilibres carbone qui s'opèrent au fur et à mesure de la durée de vie. Et quand on regarde effectivement ce graphe-là qui, en ordonnée, représente les émissions cumulées carbone sur les deux scénarios et puis en abscisse le temps, on voit qu'il y a un premier déséquilibre qui s'opère en défaveur du projet rénové parce qu'on injecte des nouveaux matériaux. Et ce poids carbone qu'on investit effectivement pour la rénovation de notre bâtiment opère un déficit carbone effectivement en comparant à l'état zéro, à l'état initial, les deux projets. Par contre, quand on prend en compte l'exploitation, la durée de vie de ce bâtiment-là sur 50 ans, là où le projet en rénovation devient assez important, c'est là où on va économiser effectivement toute la partie carbone liée à cette exploitation, aux consommations énergétiques, aux consommations d'eau. Et le temps de retour carbone, en fait, c'est le moment où les bénéfices de la rénovation compensent l'investissement carbone du départ, qui sont les matériaux. Plus cet équilibre intervient tôt, mieux c'est, et plus du coup notre rénovation est dite neutre par rapport à la solution existante.
Si aucune attention lui est portée, ce temps de retour carbone, il peut excéder 50 ans. Et une rénovation sobre, frugale, c'est ce qui va permettre aussi d'optimiser ce temps de retour carbone et cet indicateur qui est très très important. Bon, merci Maxime. On va passer maintenant à l'état de l'art européen. Et là, c'est Anna qui va reprendre la parole pour nous le présenter. Merci beaucoup, Simon. En effet, on rentre dans les résultats du rapport. Il faut dire aussi qu'avant de voir vraiment les variations carbone qu'on obtient dans les différentes modélisations et analyses que Maxime citait, et Simon aussi, on a commencé par analyser qu'est-ce qui existe comme données, qu'est-ce qui existe comme pratique et réglementation dans les différents pays en matière de carbone et spécifiquement pour la rénovation. Et on a en effet constaté qu'il y a des niveaux de maturité très variables d'un pays à l'autre. Vous verrez plus tard dans le rapport plus en détail, mais en effet, il y a un niveau d'hétérogénéité assez importante dans le niveau d'adoption de stratégies World Life Carbon, carbone global dans les différents pays, y compris définition des limites à atteindre. Donc, on voit dans le schéma qu'effectivement, les Pays-Bas et la France sont les pays les plus en avance des quatre qu'on avait analysés. L'Italie et l'Espagne sont encore dans un état de maturité bien derrière celui du français parce qu'il y a des réglementations, des outils encore en cours de développement et aussi en phase de transposition de l'EPBD. Donc, on aura de nouveaux éléments à partir de mai. Mais c'est vrai qu'il est important de comprendre que ce niveau de maturité réglementaire, avec des méthodologies officielles, des outils officiels, des objectifs définis, influence énormément aussi la dynamique du marché. D'autre côté, nous avons répertorié aussi la disponibilité de méthodes ACV, des limites pour situer un peu en termes de cadre réglementaire, de limites, de méthodologie aussi pour la rénovation. Et alors que certains pays ont vraiment même des bases de données, des outils déjà développés et devant obligatoirement être adoptés au niveau national, c'est le cas des Pays-Bas. D'autres sont encore en cours de définition. Par exemple, l'Italie n'a pas de seuil légaux aujourd'hui, sauf pour le secteur public, ce qui montre une dynamique différente. Et avec ce schéma, on a voulu donner un premier avant-goût, ou en tout cas une perspective générique de ce niveau de maturité et aussi des outils réglementaires ou commerciaux disponibles qui poussent et qui ont un impact très fort dans la manière dont le carbone est considéré en amont ou pas par les acteurs du marché. On peut voir aussi que l'influence de la certification n'est pas négligeable, elle est même très importante dans les pays moins en avance en termes de cadre réglementaire carbone, étant donc vu comme un outil dynamisateur de cette adoption. Là, on a voulu surtout donner de manière très synthétique un aperçu de comment les outils nationaux ou internationaux dans les différentes 4 pays sont des éléments moteurs, sont des vecteurs d'adoption dans les différents pays. On voit qu'en France, l'HQ, d'autres certifications, BREEAM, LEED, sont des certifications qui adoptent et qui poussent fortement les considérations carbone déjà pour les différents bâtiments, avec un schéma national déjà bien installé, alors que dans d'autres, par exemple l'Italie, c'est vraiment que les certifications aujourd'hui qui poussent ces aspects carbone, puisque les aspects législation, réglementation encore en cours de développement dans cette thématique. La taxonomie est aussi, l'EU taxonomie étant aussi un des instruments qui guide aussi ces considérations carbone dans la plupart des marchés, notamment ceux où les politiques publiques n'ont pas encore été très demandeuses de ces critères. D'autre côté aussi, on a voulu comprendre dans les différents pays comment l'existence de bases de données nationaux en termes de FDES, d'outils nationaux pour le calcul, que ce soit poussé au niveau national ou par des initiatives privées, comment ça a influencé en effet le niveau de maturité d'adoption de Life Cycle Assessment, d'ACV, de stratégie carbone pour la rénovation et même pour le neuf. Et donc ici, on a voulu donner un petit aperçu rapide. Tout ça est fondé sur plein de données qu'avec AI et Derns, on a mis ensemble pour comprendre ce qui existait. Ça, c'est juste un résumé pour la science d'aujourd'hui. Mais en
effet, il y a des pays qui ont déjà des bases de données très matures. C'est le cas de la France, c'est le cas des Pays-Bas. L'Espagne ne l'a pas encore et donc c'est en cours de développement, ce qui impacte donc l'accès aux données ou les références et donc la dynamique du marché dans ces thématiques-là. Donc, on a voulu montrer ici l'existence de bases de données ou pas, les outils existants, comme vous voyez pour les bâtiments neufs, il y a une autre maturité. Pour la rénovation, c'est encore très en développement pour plusieurs pays, mais ça permet de voir quelle est la dynamique ou comment l'accès à la donnée, l'accès aux outils est plus ou moins facile dans les différents pays et ce qui va impacter donc soit la disponibilité d'éléments pour réaliser les ACV, soit aussi le niveau de rigueur qu'on obtiendra avec ces approches. La prochaine slide. Une autre dimension qu'on a voulu couvrir, c'est qu'on allait comparer des bâtiments, mais on souhaiterait pouvoir comparer en utilisant les mêmes frontières, les mêmes limites. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, être en mesure de comprendre les frontières de calcul utilisées dans les différents pays. Et en effet, ces boundaries, ces limites varient d'un pays à l'autre, non seulement d'un pays à l'autre, comme aussi d'un outil ou d'un système à l'autre. Donc, il nous semblait important de comprendre en fonction des outils qui sont utilisés par pays, aussi quels sont les éléments de bâtiment, les parties du bâtiment qui rentraient dans le calcul de l'ACV pour comprendre si une différence de résultat carbone était effectivement liée seulement aux solutions utilisées, mais si elles étaient aussi liées à la considération d'un périmètre très différent entre une approche ou l'autre. Et donc, en regardant les différents 4 pays en détail, on avait structuré, on a utilisé ici, juste dans la slide précédente, on avait classé les différentes parties du bâtiment qui ont été utilisées dans l'étude 1 pour la France et regardant de la même manière pour les autres pays. Et on voit qu'en fonction, effectivement, de l'outil qui est utilisé, que ce soit les RE 2020, l'HQ, le BBCA ou la taxonomie dans les différents pays, si on le compare à la méthode, par exemple, hollandaise, et aux critères qui sont utilisés, au LEED, à BREEAM, il y a d'autres systèmes, on voit en effet que le périmètre de calcul est variable. Donc, ce qu'on a en gris, dans la cellule la plus grisâtre, c'est des éléments qui ne rentrent pas dans le calcul, on ne rentre pas totalement dans le calcul en tant que partie de bâtiment, comparé à l'approche française, à RE 2020, à la taxonomie. Donc, on a voulu montrer qu'en effet, des résultats carbone peuvent être variables, non par le bâtiment en soi, c'est pour un même bâtiment, mais parce que les frontières, les périmètres utilisés dans une ou autre approche est aussi variable et donc on ne regarde pas le même spectre. Et donc, ceci a voulu apporter un peu plus de transparence et de capacité de comparer entre outils, quel que soit votre choix. Aussi, en termes d'indicateurs, il nous a semblé important de regarder les normes ou les indicateurs qui étaient utilisés. Donc, les normes, c'est les normes européennes qui guident la plupart, mais certains pays ont vraiment des spécificités qui imposent obligatoirement le calcul de certains indicateurs. Par exemple, quand on regarde les cas de la France et du Pays-Bas ou des aspects de depletion of abiotic resources ou toxicité humaine, écotoxicité, biogenic carbon storage, où le calcul de ces indicateurs est obligatoire ou optionnel. Il y a d'autres pays où cela n'est pas demandé. Et n'étant pas demandé, il faut savoir qu'elles ne sont pas présentes non plus dans les FDES du pays. Ça veut dire que même si on aimerait utiliser la méthode, par exemple, de Pays-Bas ou de la France dans ces pays, très probablement les indicateurs seraient vides avec les FDES locales parce que c'est pas un indicateur qui est normalement regardé. Donc, il faut aussi comparer l'indicateur carbone, certes agrégé, mais de comprendre dans ses composantes quels indicateurs on est en train de rentrer en considération dans le calcul et effectivement s'il y a des données disponibles dans le pays pour arriver à calculer les dits indicateurs. Donc, ici, on a voulu pas rentrer dans le détail de tous les indicateurs, parce que vous voyez pas là, ça veut dire qu'ils sont similaires, mais de mettre en évidence certaines différences dans les pays, dans la considération de certains indicateurs et de pouvoir le rendre un peu plus transparent aussi dans le spectre de calcul, parce qu'il nous arrive d'avoir un client qui volait certains indicateurs, mais il n'y a pas simplement des données disponibles dans le pays pour pouvoir le adresser en rigueur.
Aussi, un aspect important, c'est les étapes de cycle de vie considérées dans l'analyse de cycle de vie du bâtiment et son impact carbone. En effet, on a constaté que les phases n'étaient pas considérées par tous de la même manière. On a vu avant qu'en effet, certains pays qui n'ont pas une maturité réglementaire d'exigences et des limites imposées par le marché déjà pour tout le pays s'appuient beaucoup sur d'autres systèmes volontaires et de la certification. Donc, il y a aussi une variation dans le périmètre du cycle de vie, que ce soit de considération de la phase de production, fabrication de produits, la construction, le transport des matériaux, construction du bâtiment, exploitation et sa fin de vie. Et donc, on a voulu comprendre aussi comme cela varie d'un pays à l'autre et d'un système à l'autre. Donc, dans la slide suivante, on a voulu non seulement donner une indication d'où les différents systèmes sont utilisés par pays, parce que surtout pour les acteurs qui ont un patrimoine d'actifs dans différents pays, comprendre quels sont les systèmes qui sont présents, qui sont utilisés, mais de vouloir montrer de manière plus claire, pour une plus facile comparaison, quel est le spectre de phases du cycle de vie du bâtiment qui sont considérées par les différentes approches. Et on peut voir ici, en effet, que la HQ, tout ce qui est le E+, et moins, et les RE 2020 sont les approches qui vont en effet regarder l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, alors qu'il y a d'autres qui ont plusieurs aspects qui ne sont pas phases qui ne sont pas considérées. Donc, par exemple, le VED ou le LEED ou les phases A5, B6 à B7 ne sont pas considérées, ou le IFIC regarde juste la phase A, produit et construction, de pouvoir apporter une transparence. Il nous semblait essentiel de rendre compréhensible le fait qu'un même bâtiment qui utilise différentes approches peut avoir un résultat carbone différent si en effet les phases du cycle de vie ne sont pas considérées. Et donc surtout si on va comparer des bâtiments qui utilisent différentes approches, il était important d'avoir clair ces limites pour pouvoir comparer en conscience. Merci Anna pour cet éclairage. Là, on se rend pleinement compte du labyrinthe de ces dialectes locaux en termes de rénovation bas carbone. Et l'enjeu pour nous, là, qu'avons évalué l'impact carbone de la rénovation sur les 7 bâtiments représentatifs, là, si on va sur la slide suivante, ça a été d'harmoniser le plus possible les pratiques. Et ce qui nous a semblé intéressant sur les résultats là, de cet état de l'art, c'est que finalement, la méthodologie française, la RE 2020, c'est l'une des plus complètes en Europe, qui prend en compte le plus d'étapes du cycle de vie, le plus d'indicateurs. Donc on sait qu'on peut, ça peut être synonyme de contrainte au quotidien, cette RE 2020, mais c'est peut-être, elle est peut-être pas loin de l'espéranto bas carbone européen dont on rêvait. Alors, l'approche ACV, elle a été harmonisée par pays sur 3 paramètres assez simples dans cette première étude. D'une part, le climat, pour refléter les besoins de chauffage, refroidissement, mais aussi la production énergétique. D'autre part, le mix énergétique avec les facteurs d'émission nationaux. Et enfin, les matériaux principaux avec les coefficients carbone spécifiques à chaque pays. Et du coup, je vais rappeler un peu Maxime là pour lui demander alors comment la localisation d'un bâtiment elle influence la performance carbone et le temps de retour carbone. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces paramètres là, bon, si on va sur la slide suivante, et qu'est-ce qui varie le plus d'un pays à l'autre? Oui, effectivement, merci Simon. Donc sur l'adaptation climatique, en fait, il faut noter déjà que on parle des Pays-Bas, de l'Italie, de l'Espagne, mais on s'est focalisé sur les capitales et aujourd'hui on a travaillé sur le climat de ces capitales. Donc déjà, première information assez clé. Pour adapter à la fois les consommations de chaud et de froid, on a regardé ce qu'on appelle les DJU, donc c'est degrés jour unifiés, à la fois le chaud et le froid pour voilà, et on s'est basé sur les différentes stations météo de ces capitales. Alors, qu'est-ce que c'est simplement les DJU? C'est la mesure de l'écart entre les températures extérieures moyennes d'un jour et une température de référence, qu'on appelle température de base. Et ça, quand on les somme, ces différences-là, tous les jours de l'année, on tombe sur les DJU. Nous, pour le chauffage, on est parti sur une température de base de 19 degrés. Voilà. Et pour la climatisation, on est parti sur une hypothèse de 25 degrés. On a adapté les consommations donc de nos projets de référence, de nos 7 études de cas, en fonction de cette diversité, on va dire, des DJU froid et chaud liés aux différents climats. Et on a regardé aussi un paramètre qui nous semblait important, c'est l'irradiation solaire. Effectivement, sur certaines études de cas, on avait de la production photovoltaïque et ça nous a paru
très pertinent de regarder ce paramètre et effectivement de mesurer l'influence des panneaux photovoltaïques en fonction de la localisation. Donc simplement, voilà, on a regardé ces 3 paramètres clés et on a adapté toutes les consommations énergétiques. Un autre paramètre qu'on a regardé, effectivement, c'est le mix énergétique. Afin d'ajuster effectivement les émissions carbone liées aux usages énergétiques, on a identifié les principaux vecteurs énergétiques et puis on a associé à chacun leur poids carbone selon les pays. Et ça, on a demandé effectivement les données environnementales de chaque pays pour effectivement mesurer aussi la différence qu'on a entre les variations, on va dire, carbone en fonction du sourcing énergétique. Et on constate une différence assez importante sur le mix électrique, justement, enfin sur les facteurs d'émissions électriques, en raison de la spécificité effectivement du mix énergétique français qui est basé majoritairement sur le nucléaire. Pour la question des matériaux, donc à ce stade, on a identifié une liste de matériaux non exhaustifs, je précise bien. Effectivement, dans la suite de l'étude, il faudra, je pense, développer cette liste de matériaux, mais cette liste de matériaux représentait une part significative du poids carbone de la construction. Nous avons ensuite, basé sur ces matériaux, recensé les différents facteurs d'émissions associés aux différents pays, en s'appuyant sur leur base de données environnementales locales. Pour la base de données française, afin de ne pas privilégier effectivement une référence spécifique, on a retenu des facteurs d'émissions médians d'impact carbone et cette valeur en fait constitue notre base à 100%. C'est pour ça que vous voyez la barre bleue qui est toujours affichée à 100%. Et en fait, on est parti de ce postulat pour mettre en valeur ou en évidence les écarts de poids carbone des différents matériaux des différents pays. Et puis concernant les équipements techniques, parce que là vous voyez pas forcément d'équipements techniques, mais on a considéré qu'à ce stade de l'étude, leur fabrication était majoritairement, on va dire, européenne, ce qui a entraîné une variabilité, on va dire, carbone plus limitée. Et donc, ça, on se laisse potentiellement la piste de l'étudier dans un second temps. Et donc, suite à cette adaptation méthodologique et des paramètres clés, je pense que là, tous nos interlocuteurs se demandent quels sont les résultats de cette première phase d'étude et puis surtout les indicateurs. Est-ce qu'ils changent vraiment d'un pays à l'autre? Merci Simon pour cette introduction. Donc effectivement, je pense que, alors là, vous voyez, on a représenté les temps de retour carbone en fonction des projets et en fonction de la localisation. Je pense qu'il y a une première clé de lecture déjà, à première vue, c'est la diversité de ces temps de retour carbone. Même si les temps de retour carbone sont très variés, on peut tout de même, je pense, les regrouper en 3 grandes familles. La famille des logements qu'on pourrait voir sur les 3 projets résidentiels, effectivement, qui ont un temps de retour inférieur généralement à 15 ans. Ensuite, on a la famille des bureaux qui se situe entre 15 ans et 35 ans. Et ensuite, on a la famille des rez-de-chaussée qui tourne celle-ci autour des 15 ans. Donc ça, c'est la première clé de lecture. Deuxième clé de lecture, je pense qu'on peut mettre en évidence le rôle du panneau photovoltaïque, enfin en tout cas de la production photovoltaïque selon les mix électriques. Le gain carbone du photovoltaïque est d'autant plus fort dans les pays où le mix électrique est fortement carboné. Cet effet est particulièrement effectivement visible lorsqu'il y a des consommations de froid, comme on peut observer à Madrid ou à Rome, où les gains effectivement sont les plus significatifs. 4-5 ans de gagner, ouais. Ouais, c'est ça. Et ensuite, après, je dirais la troisième clé de lecture, c'est l'identifie des TRC plus courts à Amsterdam et Madrid. On observe que les TRC les plus performants se trouvent généralement donc à Amsterdam ou à Madrid. Cela s'explique par leur consommation en fait en exploitation, qui sont parmi les plus élevées. Donc à Amsterdam, c'est surtout lié au chauffage, et puis à Madrid, plutôt pour les besoins à la fois de chauffage et à la fois de refroidissement. Donc ça, je pense que voilà, c'est les 3 clés de lecture sur le TRC qui peut être aussi répliqué sur les réductions carbone de l'impact global, parce que la réduction qu'on fait en émissions carbone se traduit effectivement en TRC. Donc les enseignements que je vous ai présentés sont les mêmes. Et là, on voit bien effectivement sur cette slide-là le gain significatif d'impact carbone lié à l'usage du photovoltaïque, à la fois sur les bureaux en bâtiment industriel et à la fois sur la maison individuelle. Donc effectivement,
le photovoltaïque joue son rôle de façon assez significative. Et si la on part peut... des matériaux, on en a parlé tout à l'heure, est-ce qu'elle elle est moins forte, j'imagine, sur les pays avec un mix plus carboné? Est-ce que tu peux nous montrer ça là, Maxime? Effectivement, alors là, il y a pareil, de la même manière, il y a plusieurs clés de lecture. Donc, on voit une diversité, effectivement, des impacts carbone post-rénovation, mais on retrouve à peu près les mêmes familles, c'est-à-dire le logement, le bureau et le rez-de-chaussée urbain. On a quand même des variabilités fortes au sein d'un même projet. Et cette diversité carbone, effectivement, s'observe aussi à l'échelle d'un projet et quand on le compare à différents pays et s'explique à la fois par la diversité des consommations énergétiques, chaud et froid, mais aussi par la différence des facteurs d'émission sur le mix énergétique. Donc, on a une diversité intra-projet. On a également une troisième clé de lecture qui est un poids carbone de l'énergie qui est souvent plus élevé que celui des matériaux, c'est ce que tu disais, Simon. Les consommations énergétiques représentent la plus grande part des émissions carbone, bien plus que les 60%, matériaux. environ. Ouais, c'est ça. Je dirais, seule exception, à peu près la France, où le mix énergétique est un peu est moins carboné, donc on a une part des matériaux qui est un peu plus représentatif. De manière générale, on constate quand même peu de variations sur cette partie d'impact carbone des matériaux et c'est peut-être justement À creuser. la clé ouais, de la suite de ce projet-là. Mais peut-être que Simon, tu peux nous présenter rapidement et résumer les points développés pour la suite de l'étude et puis nous faire une petite synthèse de qu'est-ce qui t'a étonné pour cette étude et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Merci Maxime. Alors moi, ce qui m'a assez intéressé et étonné là, sur l'étude, c'est l'importance de la climatisation là, sur notamment les bureaux en Italie, en Espagne, en termes d'enjeux de décarbonation. Parce que c'est vrai qu'en France, effectivement, le refroidissement est généralement assez peu carboné et on n'associe pas forcément la réduction de la climatisation comme un levier majeur de réduction du carbone opérationnel. Et donc, c'est très inspirant parce que ça implique une modélisation précise des besoins en refroidissement, une revalorisation des stratégies passives, y compris sous l'angle de la décarbonation, et puis de penser la question des systèmes actifs dans un contexte de réchauffement climatique à faible empreinte carbone. Également, moi, ce qui m'a marqué, c'est en Europe, le rôle du photovoltaïque, il est plus vertueux que dans le contexte national, dans le sens où cette production d'énergie photovoltaïque, elle réduit fortement le carbone opérationnel et elle permet aussi de raccourcir significativement les temps de retour carbone en rénovation. Ce que je retiens, moi, sur les perspectives et conclusions de l'étude, parce que là, on n'a plus beaucoup de temps, c'est qu'il faut qu'on affine la modélisation du carbone sur la partie des matériaux. Je pense qu'on n'a pas encore assez regardé les singularités de chaque pays en termes de mode constructif, mais également de solutions industrielles. Il faut qu'on améliore cette méthodologie pour plus de robustesse et de précision. Et puis, il faut que l'on creuse aussi, plutôt sur la slide d'après, la question des leviers à l'échelle européenne. Parce que moi, je rêve un peu voilà, d'un Erasmus du bas carbone à l'échelle européenne où on pourrait s'échanger un peu nos bonnes pratiques, nos savoir-faire en matière de rénovation bas carbone. Et je suis sûr que dans les contextes nationaux qui ont été évoqués, on va pouvoir trouver des leviers de frugalité, de circularité, de matérialité qu'on ne pratique pas forcément dans notre contexte national. Voilà. Je passe maintenant la main à Rachel juste pour présenter les prochaines étapes de l'étude. Merci à Anna, Simon et Maxime, déjà pour cette présentation et surtout pour la réalisation de cette première étape de cette étude et de la qualité de ces travaux. Je voulais également préciser que cette étude, enfin en tout cas cette première étape, a été menée dans le cadre du projet européen Building Life, qui est un projet financé par les fondations Laudes et IKEA avec le soutien du World Green Building Council dont on fait partie. En effet, sur les prochaines étapes, on voudrait, comme le disait Simon, approfondir certains points qu'on a commencé à travailler dans cette première étape et notamment l'analyse des matériaux, intégrer peut-être également des nouveaux cas d'études pour améliorer la méthodologie dans sa globalité pour plus de robustesse et de précision et partager nos travaux à l'échelle européenne, notamment en collaboration et en concertation avec nos homologues DGBC européens et pour pouvoir ensuite construire une feuille de route de la rénovation bas carbone à l'échelle européenne et pouvoir partager
cette feuille de route avec les acteurs privés et publics européens. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur les principaux points de cette étude. Et avant de laisser la parole à Jean-Éric Fournier, vous précisez qu'on vous fera parvenir bien sûr le replay et l'étude dans son intégralité très, très prochainement. Et donc Jean-Éric, je te laisse la parole en tant que directeur développement durable chez Covivio, qui possède des actifs dans différents pays européens. Voilà, je voulais te proposer de partager avec nous ce que t'inspirent ces travaux et ces premiers enseignements. Bien d'abord, merci Rachel et bravo à tous nos participants à cette étude. Je crois que c'est une étude très, très intéressante. J'ai cru retrouver d'ailleurs un immeuble de Covivio dans la liste des actifs, n'est-ce pas? Exactement. Et, voilà, qui fait suite à une première étude NZC qui a déjà quelques années, donc qui est complémentaire. Et on voit que c'est un sujet qui nous prendra du temps, mais en tout cas qui nous tient fortement à cœur. C'est vrai que Covivio est présent dans plusieurs pays. Covivio détient des immeubles de bureaux en France, Allemagne, Italie, du résidentiel, 40 000 logements à peu près en Allemagne et des hôtels dans 12 pays en Europe. Donc ça pose la question, en sachant qu'on a une trajectoire Carbone Group. Alors bien sûr, qui est constituée de chacun des métiers que je viens d'évoquer, mais c'est une trajectoire qui concerne les scopes 1, 2, 3, qui est tout pays, tout produit, et surtout qui embarque à la fois l'exploitation, la construction. Alors en neuf, on fait moins de neuf, mais on fait de plus en plus de rénovation, de restructuration. Et nous, c'est intégré dans notre trajectoire qui veut faire baisser les émissions de 40% entre 2010 et 2030. Voilà, donc nous, on a mis au point cette trajectoire il y a déjà plusieurs années. On s'appuyait sur le fait que nous mesurons les consommations d'énergie et les émissions carbone depuis 2008-2009. Donc on a tout cet historique. On a beaucoup travaillé à l'époque avec le CSTB pour mettre en place pas mal de choses et aussi pour avoir un outil qu'on appelle ACV Express et qui nous permet d'avoir aux prémices d'un projet ou ensuite chemin faisant une appréciation ACV assez légère, mais qui nous permet justement d'intégrer différents immeubles, enfin l'ensemble des immeubles européens faisant l'objet d'une construction ou d'une rénovation. C'est un peu un spécifique que nous avons. Nous avions participé aussi au programme HQE Performance sur les ACV. Alors ça, c'est encore plus vieux. Je crois que ça doit dater de 2010, 2012 à peu près. Avec un constat quand même, c'était que ces ACV, c'était un peu une lecture dans le rétroviseur. C'est-à-dire que le temps de pouvoir faire l'ACV, en fait, d'avoir tous les quantitatifs, finalement, on était assez avancé dans l'opération. Et donc, c'est un apprentissage pour l'opération, mais beaucoup pour les opérations suivantes. Donc, finalement, tous ces travaux ont nourri un apprentissage en interne, à la fois côté développement et à la fois côté property, avec la difficulté d'un pays à l'autre que les surfaces sont différentes. Déjà en France, rien qu'en France, pour les surfaces de plancher, les surfaces Schon, les surfaces Schob, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, en Italie, on compte en mètres carrés GLA, en Allemagne, c'est en mètres carrés Nout. Enfin, il y a des choses qui font que même si on se dote d'outils similaires, il faut arriver à gommer aussi un certain nombre de clivages. Voilà. Alors Covivio fait partie des membres fondateurs de BBCA. J'ai aperçu Hélène Génin que je salue. Et nous sommes bien sûr sponsors de LCBI, c'est la Low Carbon Building Initiative, qui est une initiative pan-européenne, puisqu'on s'est rendu compte que BBCA, c'était que français, et qu'il n'y avait pas d'équivalent dans d'autres pays en Europe. On a le sujet sur d'autres labels, où la France est clairement en avance. Et donc, l'idée d'avoir la promotion d'un label pan-européen, donc qui aujourd'hui sévit dans 7 pays, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le UK. Et puis, il faut que je fasse vite. Un sujet qui est important chez Covivio et qui, je pense, va être important pour tout le monde, c'est l'économie circulaire. Et en fait, on n'a peut-être pas trop parlé là ce matin pour l'instant, mais en tout cas, la question va être comment on prend en compte cette économie circulaire. Il y a un certain nombre d'innovations. Et je pense que sur les travaux à venir, justement, ce sera important. Voilà,
le fait de l'initiative qu'on nous a présentée, c'est définir ensemble un langage commun pan-européen. Ça me semble très important, mais je pense aussi que ce qui était dit en préambule sur comprendre le contexte national, c'est aussi comprendre où on est le pays et ses filières. Et on sait que sur la filière de tout ce qui est recyclage, réemploi, il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci Jean-Éric. Alors, il nous reste quelques minutes pour prendre éventuellement des questions. Alors, il y en a un certain nombre qui ont été posées dans le chat et auxquelles Simon et Anna ont répondu, Maxime également. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y avait une question de Louis Bourru sur qu'est-ce qu'on avait considéré comme ambition environnementale sur nos projets qui ont été simulés, là, donc les 7 études de cas. Rappelez peut-être que par rapport à la première étude NZC, là où on avait modélisé donc des études de cas à la fois dégradées en carbone, juste réglementaires, et puis à la fois très ambitieux. Là, on est vraiment parti sur les études de cas classiques et donc les projets réels. Ouais, ça sera intéressant. À l'état de l'art. Ouais, c'est ça. Ça sera intéressant dans une deuxième partie, justement, de faire varier un peu ces indicateurs de performance et voir jusqu'où on peut aller en termes de TRC, à la fois en dégradant le projet et à la fois en l'optimisant. Ouais. Il faut prendre en compte aussi, ou il faut signaler aussi qu'on aurait pu prendre en considération d'autres facteurs, d'autres éléments, mais on a voulu les limiter de manière à comprendre l'impact, la variation provoquée par chacun des éléments. Et donc, pour cette phase de l'étude, on s'était focalisé sur les mix énergétiques et les coefficients de conversion aussi des différents matériaux pour pouvoir comprendre comment ces éléments, ces données variées d'un pays à l'autre et avoir une meilleure perception de son impact, de leur impact dans l'ACV des différents scénarios. Parce que le plus on augmentait les variables, le plus on perdait aussi le contrôle de l'impact de chaque variable. Donc, c'est un élément aussi qu'on pourra creuser plus en détail dans la deuxième phase. Non, effectivement, là, merci beaucoup pour les questions du chat parce qu'elles soulignent des choses qui restent à perfectionner aussi là sur les phases à venir là, du projet. Sur la partie matériaux, on n'est pas conclusif à ce stade. C'est-à-dire qu'on observe des différences sur les bases de données recueillies. On les a mis pour l'instant dans l'étude sans trop de regard critique, mais c'est bien l'objet de la phase 2 que de faire cette analyse critique. Je vois aussi des familles de questions là, sur l'évolution des données dans le temps. Un mix énergétique de pays, ça varie effectivement. On a tous des trajectoires à l'échelle européenne sur les mix énergétiques. Mais pareil, le climat, ça varie aussi. Et donc, comment l'intégration de cette variation à échéance 2050, 2000, ça fera varier les résultats. Ça peut être aussi une base, un input pour la phase 2 assez intéressant. Et après, je vois une question sur sera-t-il possible d'obtenir la présentation ? Donc ça, moi, je pense que oui. Oui, Mais, plus globalement, il y a le rapport sur ce qui va arriver. C'est même le rapport qui est plus intéressant que la présentation. Mais il est en anglais, le rapport, par contre. Ouais, ça, faut qu'on le précise. Oui, c'est pour ça que vous avez peut-être vu quelques petits anglicismes dans la présentation d'aujourd'hui, parce que le rapport, en effet, est en anglais exclusivement. Très bien, mais écoutez, je pense qu'on peut en rester là. Merci à tous de votre participation et de votre intérêt pour nos travaux. On vous enverra en effet la présentation et le rapport complet d'ici quelques jours et on reste bien sûr à votre disposition et on vous tiendra évidemment au courant de la suite de nos travaux.